Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro du Journal des correspondants. Le Cameroun, la Guinée, le Togo et le Gabon, voilà les pays dans lesquels nous nous rendons aujourd'hui. Commençons par la Guinée. Vendredi, le colonel Mamadi Doumbouya a été investi officiellement à la tête du pays. Mais quelques jours avant cette investiture, la charte de la transition a été rendue publique. Elle précise l'architecture de cette transition autour du CNRD et de son président Mamadi Doumbouya. Au lendemain de sa publication, notre correspondant sur place a recueilli l'avis des Guinéens. Elle était attendue. Elle est enfin là. La charte de la transition guinéenne. Le document de 13 pages définit les grandes missions de la transition, parmi lesquelles la refonte de l'État. Son élaboration vient de mettre fin à une longue attente des Guinéens sur la transition en cours. La charte, qui d'ailleurs, il faut rappeler juridiquement, joue le rôle de la Constitution tout au long de cette transition, était un document très attendu. Et nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie, Et le contenu que nous avons eu à parcourir, je pense que de façon globale, nous trouvons que le document est cohérent et globalement satisfaisant. La junte guinéenne dévoile cette charte de la transition sans en fixer sa durée, alors que la CEDEAO réclame la tenue d'élections dans 6 mois. Pour la société civile, il faut donner du temps à la junte au pouvoir de mettre les bases solides de la démocratie. Il ne faut pas simplement s'atteler à la durée parce que, comme vous le savez, il faudrait donner du contenu à cette transition. Aujourd'hui, pour une première, on a une charte qui donne une visibilité sur les différentes prérogatives, les organes. Maintenant, le fond du débat va simplement se poser au niveau du Conseil national de la transition. Ce Conseil national CNT est l'un des 4 organes de la transition. Le CNT aura pour tâche d'élaborer le projet de constitution. Il est composé de 81 membres proposés par différentes composantes de la population guinéenne, dont les hommes de culture, souvent relégués au second plan. Le CNRD a accordé 2 postes, 2 places à la culture pour pouvoir siéger dans le Conseil national de transition. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, nous accueillons cela avec beaucoup de joie parce que c'est une première dans notre pays. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie. La charte de la transition qui a été publiée le 27 septembre entre en vigueur à partir de ce jour jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Des scrutins locaux ou nationaux auxquels ne pourront participer ni les membres du CNRD ni ceux du CNT. Une clarification bien accueillie au sein de la classe politique. Parce que en 2009, cette absence de clarification avait créé des contradictions qui ont amené à des heurts que, comme vous le savez, jusqu'à la tragédie du 28 septembre 2009. Donc il faut avancer vite et bien dans le cadre d'une clarté absolue à l'égard de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. La non-participation des membres de la junte aux élections était l'une des exigences de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait décidé le 16 septembre dernier d'établir des sanctions visant le CNRD, dont le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Au Cameroun, le peuple Bamoun porte le deuil. Son souverain Ibrahim Bumbo Djoya est décédé. L'annonce de sa mort a été faite en début de cette semaine. Au lendemain de l'annonce de son décès, nos correspondants sur place ont fait un tour à la chefferie des Bamoun à quelques kilomètres de Yaoundé, la capitale. Gaël Djakam et Cyril Ngidjoy. Quartier briqueterie à quelques mètres du centre-ville de Yaoundé, l'un des fiefs du peuple Bamoun dans la région du centre. Au lendemain du décès de l'homme politique et sultan Ibrahim Bumbo Djoya, c'est une ambiance morose qui prévaut ici à la chefferie Bamoun. Le climat convivial, vécu de son vivant, a cédé place à la tristesse, l'émoi et la consternation. Là où nous sommes là, on a perdu une mère poule dans le nom.
dont la mère pour les parties et les poussins sont restés. Nous ne savons plus où on va commencer, où on va aller. Une grande perte pour ces fils et filles qui pleurent la disparition d'un père, un mentor et un roi qui a longtemps œuvré pour son royaume. Depuis ici, franchement, je ne me sens pas bien. J'ai la grippe. Bon, comme c'est comme ça, quand le roi meurt, tous les princes, vous avez la grippe. On peut que remercier Allah, le Très-Haut, puisque c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Tout le monde est abattu par rapport à ça. On est en train de faire les préparations au village, au palais, puis on a scellé le palais en attendant le nouvel ordre. Il laisse désormais un grand vide dans les cœurs des populations de ce quartier qui ont accueilli la triste nouvelle avec beaucoup de peine et qui sont reconnaissants pour tous les sacrifices effectués par ce garant de paix et de vivre ensemble. S'il est à Yaoundé, tu ne peux pas demander ce que tu vas manger le matin. Donc chaque vendredi, il nous partage l'argent, il nous donne à manger le déjeuner. Des fois même, il s'assoit les vendredis, il ouvre le portail, il accepte qu'on ouvre le portail, on laisse le portail ouvert et il s'assoit là. Tout le monde lui voit. Les gens qui veulent lui saluer, on lui salue. Virginie Zanou est le témoin des valeurs longtemps prônées dans ce quartier par l'illustre disparu. Originaire du Nord-Ouest, c'est avec une fierté immense qu'elle dit appartenir désormais au peuple Bamoun qu'il a adopté et l'a vu grandir. C'est un papa, un rassembleur. Le Noun a eu la chance d'avoir pour roi sultan Sa Majesté Ibrahim Bobon Joya. C'est ici, dans cette chefferie située tout juste derrière moi, au quartier Briqueterie, la chefferie Bamoun, qu'avait l'habitude d'officier l'illustre disparu, le sultan Ibrahim Bobon Joya, qui s'est éteint hier des suites de longues maladies dans la capitale française à Paris. C'est donc la désolation totale au lendemain de sa disparition ici dans ce quartier pour ces populations qui continuent de pleurer le baobab qui tombe. Ces populations qui gardent désormais l'image d'un homme fort, un homme républicain, mais surtout un homme patriote et très humble. Depuis le quartier Briqueterie à Yaoundé, Cyril Guinjoy, Fabien Charret et Gaï Djakam pour Télé Sud. Le Gabon pourrait-il devenir un pays membre du Commonwealth? L'hypothèse paraît de plus en plus plausible, d'autant plus qu'une délégation de l'organisation a effectué il y a quelques mois une visite dans le pays. Une visite qui fait suite à une rencontre à Londres entre le président Ali Bongo et la secrétaire générale du Commonwealth. Le Gabon, prochain membre du Commonwealth, Joël Tatou et Muriel Ndoyenguene ont recueilli l'avis d'une experte pour nous. Le Gabon en voie libre d'adhérer au Commonwealth. La question est sur toutes les lèvres à Libreville. Visiblement, le peuple soutient l'ambition des autorités du pays à propos. Pour Ali Bongo, le chef de l'État qui a lui-même fait la déclaration à Londres en mai dernier, les enjeux ainsi que les avantages sont multiples pour le pays, tant sur le plan économique que sur l'ouverture vers le monde anglophone et de nouveaux marchés. Pour moi, je trouve que cette ouverture du point de vue des partenaires ne peut qu'être bénéfique à n'importe quel pays, a fortiori le Gabon, dont, en revanche, il faut peut-être saluer le courage, car ce ne serait pas honnête de ma part de considérer que cela se fasse sans forcément inquiéter le glacis qui était le précaré, ou du moins du point de vue des médias qui mettent en avant cet élément-là. Sans avoir été une colonie britannique, le Gabon dispose cependant de nombreux atouts pour intégrer le Commonwealth, notamment son engagement sur les changements climatiques et les politiques de développement durable, sa stabilité depuis des décennies et le rôle joué pour la stabilité de la sous-région, ainsi que sa position sur les droits de l'homme et l'égalité de genre. Le projet semble donc bien ficelé et fait quelque peu frémir la francophonie. C'est plus de 3 États qui se retrouvent dans le Commonwealth. Je ne vois pas comment on pourrait intervenir puisque généralement il y a des principes de spécialisation. On y va parce qu'il y a un sujet bien spécifique que l'on veut gérer de manière commune et je ne vois pas en quoi cela seulement pourrait attenter effectivement à la relation. En revanche, je ne nie pas qu'une fois qu'on est dans l'espace Commonwealth, peuvent et vont certainement se développer dans l'intérêt du Gabon des relations dyadiques
gagnant-gagnant entre des États appartenant à ce même espace-là. C'est peut-être là que peut s'alimenter quelques frilosités. En visite à Libreville en juin dernier, la patronne de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, déclarait que le Gabon reste membre de la francophonie. Mais pour l'heure, les autorités gabonaises pressent le pas pour être le 20e membre africain de l'organisation intergouvernementale, actuellement composée de 54 États. À quelques mois du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, le pays se prépare activement sur le plan sécuritaire. Plusieurs corps d'armée se sont prêtés à un exercice de simulation. Objectif, rassurer les supporters sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires mis en place par le pays. Il est 15h, heure locale, lorsque 10 terroristes font irruption dans les locaux du stade Omnisport de Yaoundé en plein match de football de la Coupe d'Afrique des Nations. Des membres du gouvernement sont pris en otage et le mécanisme de riposte des forces de défense et de sécurité est tout de suite activé. Échange de coups de feu entre assaillants et forces de l'ordre. Plus de 500 éléments du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale et du groupement spécial d'opération de la police encerclent les lieux. Plusieurs otages sont évacués et les terroristes neutralisés, mais l'on déplore de nombreux morts et blessés graves. Notre premier but, c'est de libérer les otages, sans qu'il y ait un petit problème. Bon, pour cela, on passe par la négociation. On négocie avec les terroristes, on leur fait comprendre que leur potentiel ne peut rien contre nous, ils sont faibles. Et puis, ils ont intérêt à nous libérer les otages. S'ils durcissent leur position, alors nous passerons à l'attaque pour les neutraliser. Dans l'ensemble, l'opération s'est très bien passée et je dois vous rappeler que ici, ce n'est que la partie visible de notre engagement. Nous avons 4 snipers qui sont disposés tout au long, 2 snipers du GPIC et 2 snipers du GSO qui nous rendaient compte au fur et à mesure des différentes positions des preneurs d'otages à l'intérieur, ce qui nous a permis effectivement de mener à bien notre mission sans trop de difficultés. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les forces de défense et de sécurité évaluent leurs performances dans des conditions réelles d'insurrection armée afin de renforcer le dispositif sécuritaire dans les sites homologués pour la compétition. Il n'est pas exclu que dans le cadre de l'organisation par notre pays de la CAN Total Énergie 2021, d'autres villes concernées par cet événement puissent abriter un tel exercice et on pourrait à ce titre déployer dans la réponse régionale qui sera en ce moment-là coordonnée par le gouverneur des régions. Cet exercice entre dans le cadre de la doctrine nationale de riposte contre les attaques terroristes initiée en 2020 par le gouvernement camerounais pour une réponse efficace face à la présence des groupes armés. Parlons pour finir d'un système d'épargne de plus en plus utilisé en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la tontine. La tontine, c'est quand plusieurs personnes cotisent ensemble et tour à tour, chaque membre du groupe bénéficie de la somme rassemblée. Au Togo, le système se modernise avec le développement des réseaux sociaux. Le constat avec notre correspondant sur place, Nicolas Louillard. Quartier Léo 2000, dans la commune du Golfe 5 à Lomé. C'est ici que Stéphanie a installé son bureau de tontine en ligne. Ce jour, elle a rendez-vous avec Vincentia, une jeune commerçante venue retirer sa cagnotte après une collecte de 10 jours. Oui, toi, mais tu n'as pas cotisé, il restait 160 000. Ouais. Stéphanie Hilla a créé SH Cash Assurance depuis 2019. À la base, elle l'a juste lancé dans l'optique de trouver du financement pour démarrer en commerce. Aujourd'hui, l'initiative connaît un franc succès et se révèle comme une activité à part entière. Au départ, moi, j'ai des idées d'aller payer les marchandises au Bénin et aller vendre à Accra. Mais j'avais pas les moyens. Mais quand j'ai instauré la tontine, ça m'a permis de faire mon business. Tout comme les tontines classiques, le fonctionnement de la tontine en ligne repose quasiment sur le même principe. À la seule différence que les annonces et adhésions se font via les réseaux sociaux, les épargnants mettent ensemble une somme fixée en amont et la collecte est reversée à un des leurs,
selon un ordre prédéfini et ceci à tour de rôle. Pas de prélèvement d'intérêt, pas de dossier à constituer, les transferts se font par mobile money. Les avantages de ce système de financement sont légion pour les adhérents. La tontine aide beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui ont l'idée de faire quelque chose, mais il n'y a pas les moyens. Donc quand ils rentrent dans la tontine, nous on te donne la liquidité. Dans un contexte où les risques d'anarque sont de plus en plus élevés, la responsable a mis des garde-fous pour en assurer la fiabilité. Je ne travaille pas seul, j'ai des agents. Quand les gens rentrent dans la tontine, j'essaie de faire des enquêtes sur la personne sans que la personne ne le sache. Là où la personne vit, là où la personne travaille, tout ce que la personne fait. À l'autre bout de la rue, nous retrouvons Vicentia dans son shop de prêt-à-porter situé à Agbalépedo. Lassé par la lenteur et tout le protocole dans le processus d'octroi de prêt des institutions de microfinance, c'est à juste titre qu'elle autre s'est tournée vers la tontine en ligne. Avec Stéphanie, il n'y a même pas de stress. Il n'y a même pas de pression, il n'y a même pas de prise de tête, il n'y a même pas d'intérêt, il n'y a même pas de profit, quoi. Selon Stéphanie, la tontine, qu'elle soit virtuelle ou classique, n'est pas que financière. Elle peut être placée sous forme de capital dans divers produits mobiliers ou encore immobiliers. Si l'accès au microcrédit demeure un casse-tête pour certaines femmes au Togo, Stéphanie Hila se lance comme défi, toucher plus de femmes à faible revenu, surtout celles des zones reculées du pays. Fin de ce numéro du Journal des correspondants. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur votre chaîne Télé Sud. Au revoir et à la prochaine.